Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie de la vidéo dédiée au multivibrateur astable. Dans celle-ci, on va analyser le circuit de minuterie 555 en mode astable. Pour ceci, on va se baser sur ce qui a été vu dans la vidéo précédente. La première partie de cette description va porter sur le câblage du circuit de minuterie 555 afin de réaliser un montage astable. Première étape, on va câbler l'alimentation avec le GND et le VCC. Le VCC peut aller de 4,5 à 16 volts. Ensuite, le reset n'étant pas utilisé, on va le connecter au niveau haut, c'est-à-dire VCC. Dans le montage astable, la patte de contrôle n'est pas utilisée, donc soit on la laisse en l'air, soit on peut y placer un condensateur découplage de 10 nanofarad. Finalement, on va connecter le circuit RC. Celui-ci comporte deux résistances et un condensateur. Dans le circuit astable, les temps on et temps off du signal de sortie dépendent de la charge et de la décharge du condensateur. Afin de permettre au circuit 555 de détecter les niveaux haut et bas de la tension sur le condensateur, on va connecter ce potentiel sur les entrées trigger et threshold. De ce fait-là, on va pouvoir, avec les comparateurs, comparer la tension sur le condensateur avec les seuils de 2 tiers et 1 tiers de VCC. Le transistor de décharge, lui, se trouve connecté ici au point milieu des deux résistances R1 et R2. Maintenant que notre circuit est correctement connecté, on va analyser ses cycles de charge et de décharge. On va débuter par le cycle de charge qui correspond au temps on du signal de sortie. Lors de celui-ci, le transistor Q1 est bloqué. Le condensateur C1 va se charger avec un courant qui vient de l'alimentation et qui passe à travers les résistances R1 et R2. La constante de temps qui correspond à la charge tient compte des résistances R1 et R2 qui se trouvent en série, ainsi que du condensateur C1. On a donc la formule tau on est égal à R1 plus R2 fois C1. Lors du cycle de décharge, le transistor Q1 devient conducteur et ainsi le condensateur C1 se décharge à travers la résistance R2 et le transistor Q1. Lors du cycle de décharge, le courant ne passe pas à travers R1. De ce fait-là, la constante de temps ne tient compte que de R2. Et on obtient tau off est égal à R2 fois C1. Il faut néanmoins faire attention car lors du cycle de décharge, le courant venant de VCC et traversant R1 va s'additionner au courant de décharge et de ce fait-là, le courant qui traverse le transistor peut devenir assez élevé. Il faut donc choisir les résistances R1 et R2 de façon à ce que le courant ne soit pas trop élevé pour le transistor Q1. On va maintenant analyser les signaux présents sur le condensateur ainsi qu'à la sortie de notre circuit astable. Les seuils de tension UC max et UC min sont fixés par le diviseur de tension résistif du circuit 555. Donc on va retrouver le seuil inférieur à 1 tiers de l'alimentation et le seuil supérieur à 2 tiers de l'alimentation. Le circuit interne du 555 va gérer les cycles de charge et de décharge du condensateur selon ces deux seuils. Au départ du tout premier cycle, la tension sur le condensateur est à 0 V. Les circuits de comparaison qui se trouvent à l'intérieur du 555 vont faire que la tension de sortie va se trouver au niveau haut, donc VCC. Le transistor de décharge est bloqué et le condensateur va se charger. Il va se charger jusqu'à 2 tiers de VCC. Arrivé au seuil maximum, la tension de sortie va basculer à 0 et le transistor de décharge va devenir conducteur. Le condensateur va donc se décharger jusqu'au seuil minimum. Arrivé à ce seuil, la tension de sortie va basculer au niveau haut et le transistor de décharge va se bloquer. Le condensateur va donc recommencer un cycle de charge jusqu'à la tension maximum UC max. Et à nouveau, la tension de sortie va basculer à 0 et
le transistor va devenir conducteur et ainsi on débute un nouveau cycle de décharge et ce cycle va continuer. On remarque, comme pour les précédents montages, que le premier T-on est différent des suivants. Ceci vient du fait que lors du premier cycle de charge, on débute avec un condensateur totalement déchargé. Donc le premier T-on sera plus lent. Maintenant qu'on a analysé les signaux présents à la sortie du montage ainsi que sur le condensateur, on va rechercher les formules adaptées à ce montage. Pour ceci, on va repartir des formules vues dans la première vidéo de cette série. Pour le cycle de charge, on va avoir la constante de temps qui est égale à R1 plus R2 fois C1. Et pour le temps on, donc qui correspond à la charge du condensateur, on va avoir notre constante de temps on fois le log naturel de VCC moins UC min divisé par VCC moins UC max. Pour le cycle de décharge, on retrouve les formules de base suivantes. La constante de temps tau off est égale à R2 fois C1. Et le temps off correspond à notre constante de temps fois le log naturel de UC max sur UC min. On va maintenant transformer ces formules de base en les adaptant au 555. Pour ceci, on va placer les seuils UC max et UC min qui correspondent à 1/3 et 2/3 de VCC. On va débuter cette analyse en transformant la formule qui correspond à la charge du condensateur. On sait que UC min correspond à 1/3 de VCC et UC max correspond à 2/3 de VCC. Donc on aura ici VCC moins 1/3 de VCC et VCC moins 2/3 de VCC. Donc les VCC vont se simplifier et on va retrouver dans la parenthèse 1 moins 1/3 divisé par 1 moins 2/3. 1 moins 1/3 correspond à 2/3. 1 moins 2/3 correspond à 1/3. 2/3 divisé par 1/3, on obtient 2. On est arrivé au terme de la transformation. On peut laisser sous cette forme-là ou alors calculer le log naturel de 2 et on obtient 0,693. C'est la formule qu'on va retrouver dans beaucoup d'ouvrages et dans les datasheets de fabricants. On voit dans la formule obtenue que le temps de charge ne dépend pas de l'alimentation. Qu'on ait 4,5 ou 16 volts, le temps de charge sera toujours le même. On va maintenant effectuer le même travail pour le temps de décharge de notre condensateur. On sait que UC max est égal à 2/3 de VCC, UC min est égal à 1/3 de VCC. Les VCC vont se simplifier et on obtient log naturel de 2/3 sur 1/3. 2/3 sur 1/3 sera égal à 2. Et on obtient de nouveau notre formule ici avec le log naturel de 2 qu'on peut laisser sous cette forme-là. Ou alors, si on fait le calcul du log naturel de 2, on obtient nos 0,693. À nouveau, c'est la formule qu'on va retrouver dans des livres ou dans les datasheets des fabricants. Et on voit, comme pour le temps on, que la formule ne dépend pas du tout de la tension d'alimentation. Une fois les temps de charge et de décharge connus, on peut calculer la période, qui est l'addition des deux, et ensuite on peut calculer la fréquence, qui est l'inverse de la période. Donc on obtient ici que la fréquence est égale à 1 sur T-on plus T-off. Si on remplace T-on et T-off par les formules obtenues précédemment, on obtient que la fréquence est égale à l'inverse de R1 plus 2R2 fois C1 fois 0,693. À nouveau, on pourrait stopper la transformation ici. On va souvent trouver cette formule sous une autre forme. On va faire l'inverse de 0,693 et on obtient la formule pour la fréquence où F est égal à 1,44 divisé par R1 plus 2R2 fois C1. Si on analyse cette formule ainsi obtenue, on voit à travers celle-ci le fonctionnement de charge et décharge de notre condensateur. Le condensateur va se charger à travers R1 et R2 et se décharger à travers R2. Voilà pourquoi on a le 2, parce qu'on va passer à travers R2 lors de la charge et de la décharge, alors que on passe à travers R1 uniquement pendant la charge.
Pour terminer, on va résumer les formules liées à ce montage. Les deux premières formules permettent de déterminer la tension de charge maximum sur le condensateur et la tension minimum de décharge. Ces deux seuils correspondent à 1/3 et 2/3 de VCC. La formule suivante permet de déterminer le temps Ton, le temps de charge du condensateur, qui correspond au temps où la sortie se trouve niveau haut. Le calcul du temps off, qui correspond au temps où le niveau de sortie est au niveau bas et correspond aussi au temps de décharge du condensateur. Finalement, le dernier calcul permet de calculer la fréquence de notre signal. Cette fréquence peut aussi se calculer en effectuant l'inverse de la somme de Ton et de Toff. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la prochaine partie de celle-ci, on va analyser un extrait d'une datasheet, on va effectuer un exemple du calcul d'un circuit et on va analyser une modification du circuit de base étudié ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.